3, 2, 1. Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous rejoindre ce soir pour parler d'un nouveau module de Nous sommes pour et la France insoumise concernant la socialisation des banques. Et pour ce faire, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Patrick Saurin, étant la co-animatrice du livret banque de la France insoumise. Il nous fait l'honneur d'être présent parce que nous avons travaillé de nombreuses années ensemble à la Caisse d'épargne. J'y suis toujours, à présent tu es retraité, mais pour cela, je vais te laisser te présenter. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis effectivement retraité de la Caisse d'épargne. J'ai travaillé une trentaine d'années en exerçant différentes activités. À cette époque-là, j'étais aussi donc représentant des salariés au conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne de France Paris. C'était l'équivalent d'un conseil d'administration. Et j'étais représentant de mon syndicat, Sud Solidaire BPCE, au comité de groupe de BPCE. Bon, je suis également membre du CADETEM, c'est le comité pour l'abolition des dettes légitimes. Je suis également donc, adhérent à ATTAC. Au niveau de mes activités ces dernières années, j'ai participé à la commission d'audit qui a travaillé pour faire l'audit de la dette publique en France. Je me suis occupé tout spécialement de la dette locale et des emprunts toxiques, puisque dans mes activités de caisse d'épargne, j'ai travaillé avec les collectivités locales. Et enfin, j'ai participé à la commission pour la vérité sur la dette grecque, qui a été mise en place en 2015 par Zoé Constantopoulou, la présidente du Parlement grec de l'époque, pour faire l'audit de la dette grecque. Voilà. Et pour bien planter le décor, tu pourrais aujourd'hui nous dire succinctement, nous dresser un état des lieux du paysage financier et de l'évolution qu'il a connu au cours de ces dernières années, s'il te plaît Patrick. Alors, pour bien planter le décor, comme tu le dis, on va commencer par une citation et on va laisser la parole aux banquiers. Il faut qu'ils expriment ces braves gens. Alors, ces propos, je les ai retrouvés dans un texte concernant la proposition de socialisation du crédit qui a été mise en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est issu d'un projet de socialisme. Et ces propos sont ceux d'un directeur des banques de cette époque-là. Je les cite. « Les banques ont le devoir de lutter contre le marxisme. Elles sont le rempart du régime capitaliste. Leur fonction est basée sur ce régime, et toute disposition législative qui tend à la saper doit être combattue par elles. En agissant autrement, elles se suicideraient. » Je pense que ces propos sont tout à fait clairs et il faut les avoir à l'esprit. Alors, si on en vient maintenant donc, à l'état des lieux des banques, eh bien, on a toutes les raisons d'être inquiet. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit des banques d'ordinairement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qui est dessous, on a tendance à nous le cacher et ce n'est pas très visible, du fait notamment du secret bancaire. Alors, ces derniers temps, donc on a vu ces dernières années des mouvements de ce qu'on appelle libéralisation, déréglementation, dérégulation. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place par les différents gouvernements pour donner davantage de pouvoir aux banques et qui sont devenues de plus en plus puissantes. Alors, si on regarde un état des lieux, on s'aperçoit que les banques ont de plus en plus déserté ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire le financement des entreprises, des services publics, pour aller vers des activités spéculatives dont on a eu l'illustration des conséquences avec la crise de 2007-2008 sur laquelle je reviendrai. Alors, si on fait un petit état des lieux de façon synthétique, on observe d'abord, résultant de ces mouvements de déréglementation, de libéralisation, une concentration d'établissements financiers. Pour donner une idée, lorsque j'ai commencé à travailler dans les caisses d'épargne il y a environ 35 ans, il y avait 440 caisses d'épargne à l'époque. Aujourd'hui, donc, on en a une quinzaine en tout. Et on s'aperçoit qu'au niveau national, on est en présence de 4 groupes financiers qui sont très importants, 4 monstres, qui sont la BNP, le Crédit Agricole, le groupe BPCE et la Société Générale. Et si on regarde par exemple le bilan comptable de ces établissements, de ces grandes banques, on s'aperçoit qu'il est aussi important que le produit intérieur brut de la France et même que en 2012, la dette de la France. Donc ça c'est le premier point, un mouvement de concentration.
Ensuite, je parlais de dérégulation, de réglementation. On s'aperçoit que cette déréglementation, elle s'est toujours donc exercée contre l'intérêt général, contre l'intérêt des populations. Si je prends un seul exemple, il y a eu donc la banalisation du livret A en 2009 qui a été réclamée par les banques. Il faut savoir qu'avant, les seules banques qui pouvaient commercialiser le livret A, c'était la Banque Postale, les caisses d'épargne et les crédits mutuels. Et les banques privées à côté, donc non mutualistes, ont flairé la bonne affaire et depuis des années n'ont eu de cesse de réclamer la banalisation du livret A, c'est-à-dire le fait de pouvoir le commercialiser. Or, il faut savoir qu'une partie de l'épargne du livret A, de la collecte, était centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, et utilisée pour financer le logement social. Or, avec la banalisation, les banques ont réussi à obtenir de conserver une partie de cette collecte pour leurs activités personnelles, entre guillemets, qui ont été loin de financer le logement social et qui sont plutôt allés vers des opérations spéculatives. Donc, deuxième point, la déréglementation, ça profite non pas à la population, mais aux actionnaires. Ensuite, on s'aperçoit que, et ça on peut le constater, dans cette évolution, plutôt que de financer l'économie réelle, les banques sont davantage allées vers la spéculation. Et on regarde par exemple le flux des échanges sur le marché d'échange, les mouvements spéculatifs, on s'aperçoit que les banques, l'essentiel de leur activité se trouve là, avec pour corollaire des risques maximaux. Et ça va même jusqu'à un autre point, c'est que ces banques vont même jusqu'à réaliser des activités illégales. Ces dernières années, on a des amendes qui ont été infligées aux banques de plusieurs milliards d'euros, mais il faut savoir que ces sommes-là, elles ne sont rien par rapport, je dirais, à l'argent que brassent ces banques, puisque ça ne les a pas empêchés de continuer leurs activités illégales, que ça soit d'ailleurs à différents niveaux, avec les trafiquants d'armes, le cartel de la drogue, les terroristes et les personnes qui saccagent la planète. Donc on s'aperçoit que là aussi que les banques livrées à elles-mêmes ont réalisé tout un ensemble de, je dirais, de mouvements et d'activités nuisibles à la collectivité. Je prendrai un seul exemple. Les banques peuvent spéculer grâce à un moyen qu'on appelle les produits dérivés. Alors les produits dérivés, je vais faire très simple, ce sont des produits qui sont censés apporter des assurances aux banques. Or, plutôt que de les utiliser comme des produits d'assurance, les banques s'en sont servies comme des produits spéculatifs. Donc on s'aperçoit là aussi l'ampleur des mouvements spéculatifs qui est due, je dirais, à l'absence de contrôle et au fait que les banques sont livrées à elles-mêmes. Alors, un exemple tout à fait concret de des dangers que représente une finance sans bruit, c'est la crise des subprimes. La crise des subprimes, on va la résumer en quelques mots. Les banques américaines, dans le souci d'accroître leurs profits, ont décidé de consentir des crédits à des personnes pauvres, c'est-à-dire notamment les ménages noirs, latino-américains. Et pour ce faire, elles ont mis en place un financement avec des taux très attractifs les premières années, très bas, et les années suivantes, au bout de 2 ou 3 ans, c'était des taux qui étaient indexés sur le marché des taux spéculatifs. Pendant 2 ou 3 ans, les banques ont engrangé des intérêts, parce qu'il y avait malgré tout de l'intérêt pendant ces premières périodes, et au bout de la 3e année, ou la 2e année, quand les ménages ne pouvaient plus rembourser parce que les taux étaient élevés, à partir de là, les banques saisissaient les biens, saisissaient les maisons, mettaient les gens à la rue, et revendaient les biens sans risquer de perte. Mais le phénomène s'est amplifié, c'est-à-dire que les banques américaines ont, je dirais, vendu des millions de prêts, il y a eu une surchauffe, et à un moment donné, suite à la hausse des taux, il y a eu sur le marché immobilier, sur le marché de la revente des biens immobiliers, une telle quantité de biens que ça a généré donc un effondrement des prix. Et les banques se sont retrouvées prises au piège. Or, entre-temps, les banques sont prévoyantes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce qu'une bonne partie d'entre elles savaient qu'il y avait un risque à un moment donné que tout s'effondre. Eh bien, elles ont titrisé leurs prêts, les prêts de ces clients modestes. C'est-à-dire qu'elles les ont transformés en titres financiers et elles les ont revendus. On appelle ça la titrisation. Et ces prêts qui étaient des patates chaudes se sont retrouvés entre les mains d'autres banques ou d'autres institutions financières. Et quand la crise des subprimes a explosé en 2007-2008, eh bien, ceux qui détenaient ces prêts titrisés, ces titres financiers,
se sont retrouvées en faillite. Et on a eu le cas d'un certain nombre de banques, il y a eu Lehman Brothers, il y a eu d'autres banques. En France, on a eu le cas et en Belgique, le cas de Dexia, qui s'est effondré parce que justement ces banques-là avaient joué la spéculation et ils se sont retrouvés dans une crise très importante. Alors, donc ça, on s'aperçoit que les banques ont une grosse responsabilité dans cette crise financière. Et une autre responsabilité que l'on commence à mesurer de plus en plus, c'est la responsabilité des banques dans la crise planétaire. Parce qu'on s'aperçoit que les banques sont alliées non seulement avec les industries de l'armement qu'elles financent allègrement, mais également avec tous ceux qui saccagent la planète, les pétroliers, les entreprises qui mettent en avant les OGM, ce genre de choses. Donc là, on s'aperçoit que les banques, on a la nécessité de les contrôler. Alors, je vais faire une petite parenthèse, j'ai parlé de la santé des banques, maintenant je souhaiterais parler de la santé mentale de leurs dirigeants. Et là, c'est pas une plaisanterie, j'ai regardé donc, il y a quelques années le rapport d'une banque qui s'appelle KCIS. KCIS, donc c'est une banque qui s'occupe d'une clientèle d'institutionnels, c'est-à-dire de clientèle assez importante au niveau financier, et qui est détenue en parité par le Crédit Agricole et Natixis, qui était la banque de financement, qui est la banque de financement des caisses d'épargne. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce rapport? Bien, on voit des dirigeants qui sont en train de sauter comme des cabris. Par exemple, si on regarde la partie sur la France, on voit ou le Luxembourg, on voit des gens qui sont en train de sauter, littéralement. Pour le Luxembourg, on voit donc un jeune cadre dynamique au regard goguenard qui se fait littéralement envoyer en l'air par une quinquagénaire qui essaye d'afficher un regard déluré. Donc on voit ce genre de choses, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de ces gens-là? Juste avant la crise d'ailleurs, avant la crise de 2007-2008. Ben, ça nous dit que ces gens-là se conçoivent comme des gens en toute puissance, qui n'ont rien à faire de l'intérêt général, des gens qui ont un narcissisme exacerbé, et qui sont hors sol. Et quand je dis hors sol, cette expression est à prendre au pied de la lettre quand on les voit en l'air. Donc on a ici, donné par le monde de la banque lui-même, la photographie de comment se sent la finance, le monde de la finance, ce petit monde de la finance, et comment il s'exprime. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci pour cette explication en premier lieu pour que les gens comprennent bien la situation. Bien sûr, quand on parlait de 58 millions, on parlait de millions de milliards, n'est-ce pas donc ça, il faut bien que c'est des chiffres qui parlent à personne, mais c'est important de le préciser. Et quand on parlait effectivement des banques, des groupes caisses d'épargne, quand on parlait du passage de 400 à 15, on parle effectivement qu'avant il y avait de la proximité et que ces groupes étaient répartis sur toute la France. Aujourd'hui, ils sont regroupés, on ne parlait pas des agences bancaires, mais bien des petits groupes qui sont regroupés en 15 au lieu de 400. Dis-moi, toi et moi, on a vécu ensemble la crise 2007-2008. On connaît tous les tenants, les aboutissants pour avoir été au cœur de l'institut financier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au comportement des États suite à cette crise, s'il te plaît, Patrick? Alors, la règle normalement, et l'économie libérale nous le bassine régulièrement, l'entrepreneur est un preneur de risques, c'est-à-dire comme il prend des risques pour réaliser du profit, quand le risque malheureusement se réalise, eh bien il doit prendre aussi les pertes. Or, on se trouve dans le monde bancaire, dans un monde qui est complètement en dehors de cette logique-là, puisque eh bien, les banques ont pris des risques, et des risques qui étaient exagérés parce que c'était des risques liés à des activités spéculatives. Or, les États, au lieu je dirais, d'enregistrer les faillites des banques et de reprendre ces banques pour l'euro ou le dollar symbolique, les États ont mis à disposition des banques privées des sommes considérables. Si je prends deux exemples. Aux États-Unis, la Banque fédérale a mis à disposition de l'ensemble des banques, et pas simplement des banques américaines, mais des banques étrangères également, un volume d'aide de 29 000 milliards de dollars. En Europe, la BCE n'a pas été en reste puisqu'elle a mis à disposition des banques, sous forme d'aide ou de garantie, un volume de plus de 4 000 milliards d'euros.
Donc ce sont des sommes qui sont tout à fait considérables et qui montrent que les banques, eh bien, elles n'ont pas assumé les pertes qu'elles auraient dû assumer. Alors, on aurait pu faire en sorte que une banque qui fait faillite, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais si la banque est reprise, justement, ça aurait été l'occasion de les reprendre par les États, d'en faire des services publics et de les faire fonctionner selon des règles qui sont démocratiques, qui sont dédiées à l'intérêt général. Oui, et pardon, excuse-moi, on est d'accord d'ailleurs sur le fait que c'était un tournant où c'était le moment ou jamais de pouvoir reprendre le pouvoir sur les banques, les renationaliser. On a un autre terme aujourd'hui qu'on va développer après, mais on ne l'a pas fait, quoi. Les États ne l'ont pas fait. Ils ont remis sous perfusion les banques et aujourd'hui, on voit qu'on fonce encore plus dans le mur en 2021. Tout à fait. Alors, il y a une conséquence très importante. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le volume d'aide qui était considérable. Si on regarde l'évolution des dettes publiques des États, on s'aperçoit que dans le même temps que ces aides étaient consenties, eh bien, elles étaient financées par un gonflement de la dette publique. Et ça a été très important. C'est-à-dire que la dette publique, c'est pas qu'on va laisser à nos enfants, comme ils nous bassinent tout le temps. C'est pas le fait des particuliers, c'est pas le fait des ménages, mais c'est le fait des banques, ce gonflement. Or, ce qui est d'autant plus pervers, c'est qu'au fur et à mesure que cette dette augmentait, ça servait au pouvoir en place et à la doxa libérale de dire « Ah, mais il va falloir mettre en œuvre des politiques d'austérité ». Alors, ces politiques d'austérité, eh bien, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la casse des services publics. On le mesure aujourd'hui avec la crise du Covid, le sous-équipement de notre système de santé, avec des suppressions de postes qui ont continué même pendant le début de la pandémie, qui est d'ailleurs une syndémie. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu des mesures pour reculer l'âge de départ à la retraite, pour bloquer les salaires et les pensions, pour vendre les biens publics, la Française des Jeux, les aéroports. Et aujourd'hui, la réforme chômage. Absolument. Alors, les conséquences de ces politiques d'austérité, ça se traduit par quoi concrètement dans la vie de tous les jours, la vie au quotidien des ménages, des familles? Eh bien, développement de la pauvreté et de la précarité. Il n'est que de regarder les files d'attente au Resto du Cœur pour les gens qui vont se nourrir, avec beaucoup d'étudiants, accroissement des inégalités, accroissement du chômage, intensification du travail avec ce que l'on connaît bien, c'est la souffrance au travail, avec le stress, les suicides, ce genre de choses. Et difficulté à assurer les besoins essentiels qui sont le fait de se nourrir, on en a parlé, le fait de se loger, le fait de se soigner et d'étudier. Donc ça, ce sont des conséquences tout à fait directes. Et pardonne-moi, je vais enlever un peu mon masque pour poser cette question. Face à cette situation qui est plus que préoccupante aujourd'hui, en fait, selon toi, les propositions susceptibles d'être appliquées au monde de la banque et de la finance par les forces de gauche en général, nous, à la France Insoumise, ce qu'on préconise, c'est la socialisation des banques, reprendre le pouvoir sur elles, qu'on soit tous décisionnaires et puis qu'enfin les politiques et surtout le budget des finances soient orientés réellement sur la création monétaire et pas qu'on continue à cultiver une bulle financière. De toute façon, on est arrivé au bout de ces choses-là. Donc, qu'en penses-tu ? Alors, avant d'aborder les propositions alternatives pour le monde bancaire, je souhaite dire un mot de la position du pouvoir actuel en France concernant la crise. Quelle a été la position du pouvoir à l'époque? Il y avait François Hollande, donc l'ennemi de la finance, on le connaît. On s'en rappelle bien. Le féroce ennemi de la finance. Eh bien, ça a été de continuer comme avant. C'était, comme disent les banquiers, business as usual. On continue comme d'habitude. Et cette politique, elle a été celle à la fois de Hollande, Sarkozy, Chirac, et c'est aussi celle de Macron aujourd'hui, c'est-à-dire que rien ne change. Pour donner une illustration de ce rien ne change, en 2012, François Hollande a mis en place, 2012-2013, une réforme des banques. Selon les dires de Frédéric Oudéa, qui est le PDG de la Société Générale, cette réforme des banques concernait moins de 1% de ses activités de sa banque. C'est dire que c'était fortement homéopathique. Alors, pour ce qui est des alternatives, il y a deux grandes alternatives. Il y a ce qu'on appelle donc la mise en place d'un pôle public bancaire,
et de l'autre côté, il y a la socialisation de l'intégralité du système bancaire. Oui, et d'ailleurs, nous, effectivement, avec la France Insoumise, le livret banque, Jean-Luc Mélenchon, on travaille depuis de nombreuses années, on a évolué sur cette thématique où effectivement on va parler de création d'un pôle public bancaire, de redonner ce pouvoir au public, ce service en fait. Et de la socialisation des banques. C'est deux thématiques importantes, mais avant, est-ce que pour que les gens, que ce soit clair pour les gens, tu pourrais nous expliquer, nous éclairer ce qu'est la nationalisation, l'étatisation et la socialisation, afin que les gens qui sont parmi nous ce soir puissent prendre en main ce sujet, le comprendre et le propager. Alors je vais essayer de définir ces termes-là, sachant qu'il y a plusieurs définitions qui sont données, mais on verra au niveau de la synthèse que je vais essayer de faire qu'il y a un sens que l'on doit retenir par rapport à ça. Alors, l'étatisation du système bancaire, c'est lorsque l'appareil d'État s'approprie et gère ce secteur. Ça peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. La nationalisation, et là je vais reprendre donc les propos, donc je vais lire un propos de Jean-Louis Robert, donc extrait d'un livre qui s'appelle Les nationalisations de la libération. Il a travaillé d'ailleurs pour ses définitions à partir de Lucien Laura, qui était un économiste de la CGT, donc l'Institut supérieur de la CGT. Voici ce qu'il nous dit. La nationalisation se distingue de l'étatisation en ce qu'elle est appropriation collective par la nation et que les forces productrices, les consommateurs, doivent intervenir dans la gestion de l'entreprise nationalisée au même titre que l'État. Mais aussi la nationalisation se distingue de la socialisation, qui est une transgression du cadre capitaliste. On considère généralement que la collectivisation qui s'accomplit dans le cadre du régime capitaliste est une nationalisation, tandis qu'on réserve le terme de socialisation à la collectivisation qui transgresse le cadre capitaliste et qui est réalisée par les travailleurs organisés exerçant le pouvoir. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très intéressants, parce qu'à travers la socialisation, on voit, il y a des aspects qui sont importants qui ressortent. Il y a d'une part la transgression de l'ordre capitaliste. Ça, c'est un point important. Et ensuite, il y a l'intervention de la population, des citoyennes et des citoyens, pour participer à la gestion et à décider. Donc ça, ce sont des choses, des réalités qui sont très importantes. Alors, c'est d'autant plus important que, je vais là aussi, alors je vais encore lire un autre petit passage, mais qui est intéressant. C'est un extrait d'un compte-rendu d'une réunion de l'instance dirigeante du Parti Socialiste de 1945, c'est le comité directeur. Oui, c'est le Parti Socialiste de l'époque, hein. C'est pas celui de nos jours, soyons bien d'accord. On va voir au niveau du texte des propos que ça n'a rien à voir avec les propos de l'ennemi de la finance que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Donc ces propos sont ceux à partir des interventions de Jules Mock. Alors Jules Mock, c'est un associé membre de la SFIE depuis 1924, il a exercé plusieurs mandats. Il s'est aussi fait remarquer, parce que c'est lui qui, en tant que ministre de l'Intérieur en 1948, a fait tirer sur les mineurs lors des grandes grèves qui avaient lieu à cette époque. Alors, en 1945, Jules Mock demande une correction du procès-verbal de la séance du 6 février lorsqu'il évoque les nationalisations. Alors que ce n'est pas les nationalisations qu'il parlait, c'est de socialisation. En quoi consiste la différence ? Pour les socialistes, elle réside fondamentalement en trois caractères qui permettent de distinguer les socialisations qu'ils envisagent de certaines formes de nationalisation. Les capitalistes, avec les socialisations, seraient éliminés non seulement de la propriété, mais aussi de la gestion des entreprises. Ces entreprises ne donneraient pas naissance à un capitalisme d'État qui ne ferait que substituer un patron à un autre. La gestion serait démocratique, associant les travailleurs, les techniciens, les représentants des intérêts généraux dans des conseils tripartites jouissant d'une autonomie de gestion. L'entreprise socialisée apparaîtrait ainsi comme le laboratoire de l'émancipation des travailleurs, base de la société nouvelle que rêvent d'édifier les socialistes. Donc là aussi, on s'aperçoit que ce qui est très intéressant avec cette notion de socialisation, c'est le fait d'une part d'éliminer les capitalistes de la direction, mais pas les remplacer par l'État, c'est faire en sorte que ça serait remplacer un patron par un autre, faire en sorte que la gestion soit assurée par les travailleurs eux-mêmes, répartis sous forme de conseil avec les clients, les techniciens, les représentants des intérêts généraux. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors,
à cette époque aussi, on s'aperçoit que cette question est essentielle parce qu'elle touche le nerf de la guerre qui est l'argent. Et les juristes se sont emparés de ce sujet. Je parle par exemple des juristes qui travaillent dans ce qu'on appelle le juriste classeur civil et qui ont réalisé toute une étude. C'était en 1946, donc en 1948, sur ces questions-là. Et ils reprennent, ces juristes, le préambule de la Constitution de 1946 qui affirme dans son alinéa, alors je vais citer, « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. » Donc là, on s'aperçoit qu'à l'époque, la question de la propriété se pose. Et un juriste de l'époque, qui s'appelle Marcel Valine, pense, lui, que la nationalisation est caractérisée par son but, la volonté d'éliminer d'une entreprise la direction capitaliste. Donc on voit que chez les juristes, même si les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes, ils ont bien perçu qu'une grande volonté, c'est d'éliminer la direction capitaliste. Donc, entre le verre dans la pomme. Voilà, tout à fait. La grande différence, c'est qu'entre nationalisation et socialisation, dans la socialisation, eh bien, ce sont les citoyennes et les citoyens qui vont assurer la gestion, qui vont avoir le pouvoir de décision. Ça, c'est un élément essentiel. Ce n'est pas un État monolithique à travers quelques individus qui l'auraient nommé sans contrôle, qui vont pouvoir s'occuper de ça. Donc là, socialisation, c'est on va vers une autogestion. Et donc, Patrick, maintenant qu'on a donné ces définitions, donc on rappellera que la socialisation, c'est vraiment important dans le sens où tous les acteurs participent à la gestion des pôles. Je suis également comme tu le sais, à la déléguée syndicale à l'UJIC-CGT, où on a travaillé grandement, etc., aussi sur la vision d'un pôle public bancaire. Tu étais toi-même syndicaliste. Maintenant qu'on est passé à cette explication, pourrais-tu nous expliquer la différence entre un pôle public bancaire et la socialisation intégrale du système bancaire, quoi, des banques tout simplement, afin qu'on puisse éclairer les personnes et surtout qu'on puisse voir comment présenter un projet qui permettrait de faire la jonction entre les deux. Créer un pôle public bancaire effectivement pour les grands investissements, les grands chantiers d'État et garder cette socialisation des banques de détail pour les usagers dont on fait tous partie en fait. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, il y a deux grands projets. Le premier projet en matière bancaire, la première proposition qui se développe avec des variantes, c'est le projet de pôle public. On crée dans le monde bancaire un pôle public qui va répondre à l'intérêt général et qui va assurer un service public bancaire. Et à côté, on laisse, je dirais, coexister des banques privées et des banques dites mutualistes ou coopératives, comme les caisses d'épargne, les banques populaires, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel. À côté de ce projet de pôle public, il y a une autre idée qui est de dire on socialise l'intégralité du système bancaire. On prend toutes les banques et on en fait un service public. Alors, je vais dire quelques mots du pôle public, sachant que ceux qui défendent le pôle public, que ce soit les syndicats, les partis politiques ou les organisations, eh bien, ont chacun des différences d'approche et même ont évolué dans leur approche. Alors, le projet du pôle public bancaire, il est défendu essentiellement par la CGT, au niveau syndical, par le collectif pour un pôle public financier au service des droits, et également par des organisations politiques comme le Parti de gauche et la France Insoumise, puisque ça figure dans le programme. Alors, ce qui me gêne dans ce pôle public, c'est j'ai souvent tendance à citer cette phrase extrait du livre d'Ésaïe de la Bible, qui dit « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau ».
Grosso modo, ça veut dire qu'on aurait un pôle public bien gentil, qui serait l'agneau, et à côté, on laisserait le loup, les banques privées, et même des banques mutualistes qui se comportent aujourd'hui comme des banques privées, même si elles ont dans leur statut un vague rappel de l'intérêt coopératif et mutualiste. Donc le danger, selon moi, il est là. Et ce danger, je le perçois même quand je lis les travaux de celles et ceux qui sont partisans du pôle public. Là, je vais, pareil, faire une petite citation qui est extraite d'un travail réalisé par la CGT. C'est un texte qui date de 2009 et qui donne des recommandations, qui défend le pôle public, qu'il présente et qui dit « Il faut éviter un triple écueil. Que le pôle public ne soit conçu que comme un supplétif budgétaire de l'État, qu'il ne soit utilisé que comme un pompier voué à éteindre les incendies du marché ou qu'il ne devienne une béquille du secteur privé. » Déjà, dans ces remarques-là, on s'aperçoit que les camarades de la CGT, ils ont conscience du risque que le fait de ne pas aller, je dirais, prendre le contrôle de la totalité du système bancaire, eh bien, ça laisse la possibilité aux banques privées qui seraient laissées tranquilles de créer des désordres et faire en sorte que ce soit, je dirais, la collectivité qui supporte tout ça. Il y a un grand danger par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Alors, on retrouve ça dans d'autres textes de la CGT de cette même année et après. Et on retrouve ce projet aussi dans le pôle public, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, lui-même d'abord, donc de 2012, qui prévoyait l'adoption d'une loi portant création d'un pôle public financier, transformant notamment la politique et les critères de crédit. Alors, on retrouve dans ce programme de l'époque des choses qui sont différentes de la CGT, notamment la volonté d'un placement sous contrôle social des banques privées qui ne respecteraient pas la nouvelle réglementation en matière de lutte contre la spéculation et la financiation de notre économie, même si on est là dans un principe qui reste évasif et qui devrait être, je dirais, davantage formalisé. De même, ce programme prévoit la nationalisation de banques et de compagnies d'assurance. Mais là aussi, on ne précise pas de quelle banque et de quelle compagnie d'assurance, il sait jusqu'à quel niveau on va. Ce programme donc, est également, ce projet plutôt de pôle public est également porté par le Parti communiste et le Front de gauche. Alors d'ailleurs en 2009, le Parti communiste a déposé donc, à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant réforme des banques et relative à la création d'un service public bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier. Donc ça, c'est ce texte prévoyait, cette proposition du Parti communiste, la nationalisation des principales banques, c'est-à-dire les grandes banques que sont BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, HSBC, Rothschild. Mais curieusement, cette proposition du Parti communiste laissait de côté les grandes banques mutualistes en semblant, disons, se satisfaire du fait que leur statut mutualiste leur empêcherait de commettre de la spéculation, etc., ce qui n'est pas le cas. De même, le Parti de gauche, donc en 2010, bon, je ne vais pas développer, mais également s'est prononcé pour le fait de considérer, ce qui est très important, le financement de l'économie comme un bien public. Et à partir de là, il y a toute une conséquence par rapport à toutes les structures qui doivent assurer justement ce financement de l'économie. Donc là, on est dans des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, aujourd'hui on a énormément avancé, la France Insoumise, Olivier Banque et Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet qui lui tient à cœur, et donc c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur, qu'il a travaillé énormément avec toutes les équipes, et tu vas être heureux puisque bien sûr qu'on a peaufiné ça, c'est bien plus précis aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de socialisation des banques, qu'on parle tout de même du pôle public bancaire, parce qu'il est nécessaire, il faut toujours qu'il y ait une centralisation quand même pour pouvoir diffuser l'idée qu'on a dans les projets pour la France aujourd'hui, dans son développement économique, etc. Donc pour mettre en application, il nous faut ce pôle public bancaire. Et donc, une fois qu'on a vu ça, effectivement, on a pris conscience
que les banques mutualistes ne jouaient pas le jeu. Elles sont ni plus ni moins qu'une autre banque. C'est la même mise en place de gouvernance, les mêmes projets commerciaux et plus le service public à rendre aux personnes. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus qu'on écarte des personnes qui ne seraient pas rentables et qu'on déroule le tapis aux personnes qui auraient pignon sur rue. Donc ça, il faut que ça cesse. Et donc, l'idée de la socialisation, on l'a, elle est très bonne, mais voilà, tout le monde se demande si elle est réalisable et pas utopique. Pour ma part, j'ai la réponse, mais je te laisse dérouler à ton tour. Alors, ce que tu dis effectivement sur l'évolution de la France insoumise, c'est intéressant parce que par rapport à 2012 et à 2017, en 2012, on trouvait dans le programme cette formule « Nous agirons pour changer les missions de la Banque Centrale Européenne ». Bon, c'était une déclaration d'intention, c'est intéressant. En 2017, c'est encore plus catégorique, c'est-à-dire on peut lire « Les pouvoirs publics doivent reprendre le contrôle de la Banque Centrale ». C'est beaucoup plus affirmatif. Alors, ce qui peut permettre de comprendre, je dirais, ce caractère plus affirmé, c'est qu'en 2015, la crise grecque était passée par là. Et on avait vu, à cette époque, le rôle de la Banque Centrale Européenne qui avait coupé les robinets du gouvernement grec de Tsipras et l'avait mis complètement à la rue. On se rappelle que les personnes qui ne pouvaient plus les retirer d'argent aux distributeurs, et dans le même temps, les banques privées qui rançonnaient l'État grec en prêtant au compte-gouttes et avec des taux d'intérêt qui étaient, je dirais, scandaleux. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'un des éléments, un des enjeux que partagent le pôle public et la socialisation, c'est le contrôle de la Banque centrale. C'est-à-dire que même si le pôle public ne va pas aussi loin que la socialisation intégrale, le fait de mettre un pied dans la porte, ça oblige à des changements qui sont radicaux, la reprise du contrôle de la Banque centrale. Alors maintenant, je vais évoquer l'autre projet, et c'est le projet que je partage, donc de la socialisation de l'intégralité du système bancaire. Alors, cette proposition, donc, elle est défendue par mon syndicat, Sud Solidaire BPCE, l'organisation de l'Union syndicale solidaire. Elle est défendue par des économistes, je peux citer Frédéric Lordon, Michel Husson, des organisations comme le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CLTM, avec Éric Toussaint, et certains économistes d'attaque comme Thierry Bruvin et Jean-Marie Arriveau. Donc on a du monde là aussi qui défend tout ça. Alors, parmi les économistes, celui qui a défendu le plus et qui est allé le plus loin dans l'analyse et la proposition surtout de mise en place d'une socialisation de l'intégralité du système bancaire, c'est Frédéric Lordon. Et il a développé son point de vue dans un article du Monde diplomatique qui s'intitule « Pour un système socialisé du crédit », qu'il a repris dans son livre « La crise de trop, reconstruction d'un monde failli ». Alors, Lordon, ce qu'il préconise, c'est la prise de contrôle des banques, c'est-à-dire ce qu'il appelle la déprivatisation des banques. Et avec l'humour qu'on lui connaît, Lordon, il est pour une nationalisation qu'il appelle quelque peu punitive, c'est-à-dire que lui, il pense qu'il faut également non seulement prendre le contrôle, mais dans la foulée, à mettre un petit coup sur les banques. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est à partir de quoi on part pour défendre cette idée-là, cette idée de socialisation intégrale. Et là, pour ne pas trahir sa pensée, je vais lire un petit passage de Lordon, je vais le citer. Donc, il nous dit « Si donc on prend au sérieux que les dépôts, les épargnes et des possibilités minimales de crédit doivent être considérés comme des biens publics vitaux pour la société marchande, il s'en déduit qu'on n'en remet pas la garde à des intérêts privés, à plus forte raison quand ils sont aussi mal éclairés que des banques, profondément engagées dans des activités de marché financier et sans cesse exposées à des tendances déséquilibrantes. » Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le second argument qu'avance Lordon, c'est que la socialisation, ça permet de mettre à l'abri le système bancaire et derrière les usagers d'éléments extrêmes, de crise. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégral. Alors, ce que Lordon préconise, c'est une nationalisation, il n'emploie pas le mot socialisation, mais c'est une nationalisation intégrale du crédit,
du moins d'un secteur public très majoritaire. La mise en place d'un secteur public très majoritaire. Et même si Lordon n'emploie pas le mot socialisation, dans la mesure où lui, il préconise la mise en place de conseils pluripartites pour contrôler et mettre en place les politiques bancaires, on est tout à fait dans le cadre de la socialisation, puisque là, on est dans le cadre d'un contrôle citoyen. Alors, Lordon, il attire l'attention aussi sur l'enjeu de la création monétaire. Donc, on le sait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la création monétaire, elle est essentiellement le fait des banques à travers le crédit. Donc 5% de la monnaie, ça doit être représenté par les pièces et les billets qui sont émis, les billets donc, par la Banque Centrale Européenne, et le reste, 95%, ce sont les jeux d'écriture et les crédits qui sont faits par les banques. Oui, tout à fait. Et pardon, prochainement, on fera effectivement aussi une formation sur la création monétaire et la dette pour que les gens s'emparent également du sujet de manière plus simple. Alors, au niveau de la création monétaire, il y a deux possibilités. Soit on a ce que Lordon appelle un pôle fractionné, c'est-à-dire une multitude de concessionnaires qui ont la possibilité d'émettre le crédit qui vont effectuer cela. Donc, le risque, c'est pour lui l'instabilité et la déflation. Et un pôle centralisé, c'est-à-dire l'État. Alors l'État qui est à la fois donc, banque centrale et banque commerciale à travers ses succursales, qui lui est exposé donc, au risque de la surémission et de l'inflation. La solution pour lui, c'est entre les deux, c'est-à-dire mettre en place un système qui soit donc, avec un contrôle, mais tout un ensemble d'unités de concessionnaires susceptibles de pouvoir émettre de la monnaie. Donc. Alors, on peut discuter ensuite de la forme juridique. Alors, quand il aborde la forme juridique, ce que j'évoquais, ça renvoie aussitôt au contrôle. Un des aspects de cette forme juridique, c'est le fait d'intégrer tout un ensemble de parties prenantes, que ce soit les salariés, les représentants des entreprises, des associations, les collectivités locales, les représentants locaux de l'État. Donc là, on est dans un dispositif qui rappelle un petit peu les conseils tripartites qui étaient préconisés à la fin de la guerre avec les nationalisations de 1946. Et d'ailleurs, tu peux nous rappeler succinctement ce qu'ont été les nationalisations qui ont eu lieu et les enseignements qu'on peut en tirer? Alors, les nationalisations, il y a eu deux grands mouvements. À l'issue de la guerre, les nationalisations de 45-46, qui ont été décidées d'ailleurs dans le programme Les Jours Heureux de 1944. Elles étaient prévues. Ce programme, il prévoyait, outre ces nationalisations, le retour à la nation de tout ce qui était indispensable à la collectivité. Et il n'y avait pas simplement les banques, il y avait l'énergie, l'électricité, le charbonnage à l'époque, les communications, il y avait Air France, enfin, il y avait tout un ensemble d'activités qui devaient retourner à la nation, ce qui disait fruit du travail commun, c'est-à-dire ça appartenait à la population, il fallait qu'elle le récupère. Alors, après d'âpres négociations, parce que là aussi on est toujours, dès qu'on touche l'argent au niveau des banques, il y a un gros combat entre les capitalistes, on a vu comment ils se sont exprimés, j'ai donné leur citation tout à l'heure, donc pour commencer, il y a eu un grand combat, et au terme de ces négociations, il y a eu la nationalisation de 4 grandes banques et de la Banque de France. Et ensuite, l'année d'après, en 1946, il y a eu la nationalisation des compagnies d'assurance. Donc on s'aperçoit que c'était des nationalisations qui n'ont pas tout nationalisé, mais c'était une grosse partie déjà. Et ça a relativement bien fonctionné jusqu'au tournant des années 60-70, où là il y a eu ce que j'évoquais tout à l'heure, la libéralisation, la déréglementation, la dérégulation, peu importe comment on l'appelle, mais un changement dans les activités qui consistait à laisser de plus en plus de pouvoir aux banques. Alors, les nationalisations de 1980-82, elles figurent dans les 110 propositions du candidat du Parti socialiste, François Mitterrand. Et cette loi a nationalisé 18 grandes banques qui étaient inscrites à la cote officielle et 21 banques non inscrites. Et elle avait prévu également le transférer à l'État des actions de la BNP, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale qui étaient détenues par des actionnaires autres que l'État. Donc là,
il y a eu une nationalisation et ça a été un feu de paille, si je puis dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer avec les nationalisations de 46 qui ont eu, plusieurs dizaines d'années pour produire leurs effets. Puisque nous, il y a eu le tournant de la rigueur en 84, on s'en souvient, et en 86, donc, on a eu donc, la reprivatisation des banques. C'était à l'époque avec le gouvernement de Jacques Chirac. Alors, de ces deux expériences, oui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Le premier enseignement, il est tout simple, c'est qu'on peut reprendre le contrôle des banques. Ce n'est pas quelque chose ça a déjà été fait dans le passé, il y a une expérience. On peut bien sûr procéder différemment, mais déjà, c'est possible. Ça a été fait, c'est possible. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui est très important, et là je reviens aux nationalisations de 46, tant que ce système-là était mis en place, c'est-à-dire que l'État avait le contrôle, ce n'était pas une socialisation, mais c'était un contrôle par l'État, mais il n'y avait pas de spéculation, il n'y avait pas de grande crise financière, les collectivités locales étaient financées tout à fait correctement. Donc on s'aperçoit qu'un système dans lequel les banques sont nationalisées et socialisées, eh bien, c'est un système qui est beaucoup moins risqué que le système privé tel qu'on le connaît aujourd'hui et dont on a pu mesurer les effets avec la crise de 2007-2008. Oui, et surtout quand on voit, parce que tu parlais justement que les collectivités pouvaient, grâce aux banques, quand elles sont nationalisées ou privées, entre la différence, c'est qu'on l'a vu avec effectivement les emprunts toxiques. Combien de municipalités payent encore les emprunts toxiques aujourd'hui, privant les citoyens et les citoyennes de biens communs, de services publics, d'aide à la personne. Et voilà, on parlait tout à l'heure des hôpitaux, etc. On ne cesse de nous priver de tout, en fait, au nom de Madame la Finance. Donc, dis-moi, combien de milliards s'évaporent, partent en fumée au détriment du peuple, s'il te plaît? Alors, les milliards, ils partent par dizaines, voire par centaines. Si je prends le seul cas que tu évoquais des emprunts toxiques, il y a eu un rapport du Sénat qui a été fait suite à la faillite de Dexia pour chiffrer le coût, le risque généré par cette banque sur le seul cas des emprunts toxiques. Cette banque, elle a généré, et je cite le chiffre du rapport du Sénat, 17 milliards d'euros de risque. Si je consolide Dexia, c'est en gros les 2/3 du financement des collectivités locales. Si je globalise l'ensemble des collectivités, on a un risque qui s'élève à 25 milliards d'euros sur les seuls emprunts toxiques. Un exemple, en 2012, la métropole de Nîmes a remboursé un emprunt qu'elle avait souscrit auprès du Crédit Foncier, qui est une filiale du groupe BPCE, filiale d'une banque mutualiste. Elle a remboursé 10 millions d'euros. La banque lui a réclamé, en plus des 10 millions d'euros de capital restant dû de son emprunt, une indemnité de 58,6 millions d'euros, à une époque où les banques se finançaient à 0% auprès de la BCE. Donc on s'aperçoit l'énormité. Pour donner un ordre d'idée, 58 millions 6, l'indemnité, c'est le prix, le coût du musée de la Romanité qui a été créé à Nîmes. Un musée, c'est quand même pas rien, un musée énorme. Eh bien, cette seule indemnité, elle a englouti le financement de ce musée. Et puis si on transforme ces 58 millions en écoles, en hôpitaux, etc., on a de quoi faire. Aujourd'hui, on nous dit que c'est pas possible. On a tout un ensemble de personnel qui pourrait être employé, ça couvre les frais. J'ai regardé ça, pour la métropole, ça couvrait les frais de personnel de plusieurs années. Et aujourd'hui, on nous propose l'austérité. Donc maintenant, pour conclure, pour pas être trop long, et puis si vous avez des questions, de toute façon, vous pourrez me joindre par mail, sur les livrets banques, etc. Quelles répercussions pourrait avoir la socialisation des banques et la mise en place d'un service public bancaire? Alors la première répercussion serait une répercussion de mesures de salubrité publique, parce que en prenant cette mesure-là de socialiser les banques et de créer un service public bancaire, eh bien, on empêcherait des crises à venir. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disent les capitalistes, les banquiers, socialiser, créer un service public bancaire, c'est pas un saut dans le vide. C'est au contraire donner des garanties aux personnes que leur épargne va être protégée, que le crédit
va bien fonctionner, ne va pas être utilisé pour des opérations spéculatives, mais pour l'économie réelle. Il y a des grands projets qui sont la transition écologique. Donc ça, c'est un projet énorme qui nécessite beaucoup d'argent. Eh bien, ce serait une des garanties que cet argent, l'argent qui est collecté, soit utilisé pour ce genre de projet. En plus, ça protégerait l'épargne, c'est-à-dire que le risque, et on l'a vu par exemple avec le cas de Chypre, après la crise grecque, c'est la menace de l'épargne, c'est-à-dire qu'une partie de l'épargne, du fait des spéculations des banques, eh bien, elle soit subtilisée aux déposants. Donc là, mettre en place un service public bancaire, c'est, je dirais, se doter d'une garantie, d'une protection, d'avoir quelque chose qui soit sain. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut prendre des mesures rapidement et d'urgence. Imaginons qu'un gouvernement de gauche, digne de ce nom, arrive au pouvoir, eh bien, il y aurait des mesures immédiates à prendre. Première, et on a les moyens techniques pour le faire, contrôler les mouvements de capitaux. Ça, c'est le point à la base. La Grèce ne l'a pas fait, on a vu le résultat. Restructurer le secteur bancaire, c'est-à-dire il faudrait déjà s'attacher à diminuer la taille des banques, parce que plus les banques sont grosses, plus elles peuvent faire des opérations démesurées et mettre des risques démesurés aussi sur la tête des États et des contribuables. Ensuite, il faut éradiquer la spéculation. C'est-à-dire, il faut interdire la spéculation. Quand on regarde les mouvements qu'il y a sur le marché d'échange au quotidien, je crois que c'est plus de 6 600 milliards. Ce sont des sommes considérables. Eh bien, il faut mettre un terme à tout ça, arrêter la spéculation. Il faut mettre fin au secret bancaire. Je veux dire, quand on est honnête, on n'a rien à cacher. Et dans la mesure où on est dans ce qui est l'intérêt général, le bien commun, tout le monde doit avoir accès à l'information. Il faut réguler le secteur bancaire, revoir les obligations des banques en matière de fonds propres. Dernièrement, la Banque Centrale Européenne, je crois il y a quelques jours, vient de faire donc, une note dans laquelle elle souligne le nombre de malversations des banques, parce que les banques, à la limite, elles s'évaluent elles-mêmes au niveau de leur elles relèvent le nombre de dysfonctionnements qui sont par centaines qu'elles les relèvent. Donc là aussi, donc, il y a un élément très important. Et à mon avis, un élément essentiel, il faut réaliser un audit du secteur bancaire. C'est-à-dire que voir combien a coûté le secteur bancaire à notre pays. On a parlé des emprunts toxiques, mais il y a d'autres aspects. La crise de 2007-2008, les malversations. Et puis il faut savoir que chaque année, du fait justement que l'État vient au soutien des grandes banques, qui sont, comme on dit, too big to fail, trop grosses pour faire faillite, eh bien, les banques, elles bénéficient en quelque sorte d'une rente, ce qu'on appelle une subvention implicite. Il y a une étude qui a été faite par un institut, qui n'est pas un institut de gauche, qui a chiffré à près de 50 milliards d'euros, 47,9 exactement, en 2010, le montant de cette subvention implicite, c'est-à-dire le fait que les grandes banques, dans la mesure où ceux qui leur apportent de l'argent savent qu'elles bénéficieront d'une garantie implicite de l'État, eh bien, baissent les taux. Donc les banques, chaque année, elles bénéficient de cette subvention implicite de l'État sans que l'État récupère quoi que ce soit. Donc moi je pense qu'il faudrait faire un audit bancaire, récupérer tout ça, et il s'avérerait à terme qu'on pourrait socialiser les banques, prendre le contrôle, je dirais, en payant vraiment rien en matière de l'indemnisation des actionnaires entre guillemets, parce qu'en plus moi je suis pour indemniser simplement les petits actionnaires et pas les grosses institutions qui ont participé à un mouvement qui a saccagé la planète et qui a saccagé les économies, qui a fait augmenter les dettes publiques. Là aussi, intégrer dans cet audit le coût des dettes publiques. Et puis quand on regarde, je ne sais pas si tu as terminé, mais quand on regarde aujourd'hui, la crise à venir financière va être bien plus grave que celle de 2007-2008, parce que là, les banques sont encore sous perfusion, la finance. Mais pourquoi M. Macron aujourd'hui estime son projet, c'est l'austérité? Donc, entendez bien, hein, ça veut dire que là, jusque-là, on a vu qu'on n'avait pas assez d'hôpitaux, d'employés, de salariés, dans tous les domaines, que les services publics étaient supprimés. Il propose de faire plus. Et là, cet après-midi, je serai en manifestation contre la réforme chômage. Voilà, c'est ça. On supprime les retraites, on supprime les indemnités, quoi. C'est une spirale infernale. Et donc, on voit que c'est très simple à faire. On a les outils, on a le personnel pour, on a tout le système, on a les économistes, on a les scientifiques. Tout le monde va dans ce sens de la socialisation, de la création d'un pôle public bancaire, de reprendre les commandes sur la finance et d'arrêter d'être soumis à la finance. Parce que faut se rappeler que
que c'est votre argent, ça vous appartient, c'est un bien commun et que sur ça, la France Insoumise et Nous sommes pour, avec Jean-Luc Mélenchon, on ira jusqu'au bout des choses. J'aimerais rappeler aussi que ce sera une création de nouvelles agences bancaires, qu'on arrêtera justement de priver les personnes, que ce soit dans les milieux ruraux, etc., de ce service public. Et donc, ce sera aussi recréer des emplois dans ce domaine-là, puisque on sait que depuis la crise 2008, on est passé 500 000 emplois à 375 000. Ce sera dire aux employés des banques qu'ils peuvent respirer, reprendre le métier pour lequel ils sont investis, formés, c'est-à-dire le conseil, l'accompagnement, et non plus cette course à faire du chiffre, avec la mise en place d'une gouvernance par la peur qui menace en permanence les salariés, qui se retrouvent souvent, excusez-moi du terme, mais le derrière entre deux chaises, hein, face à une clientèle mécontente et face à des dirigeants qui leur tapent dessus. C'est intenable. Et donc, ce que je vous propose avec la France Insoumise, c'est qu'on aille vers cette création d'un pôle public bancaire et la socialisation des banques. Vraiment, Patrick, je tenais vraiment à te remercier parce que tu nous as permis d'ouvrir notre vision, c'est-à-dire de ne pas rester enfermés sur nos positions à nous, de pouvoir voir ce qui se fait de part et d'autre, ce soit les syndicats, les économistes. Et c'est important et ça me permet de voir que notre vision n'est pas erronée, elle est facile à mettre en place finalement et qu'il ne faut pas en avoir peur. Ben, merci à toi pour l'invitation. Et puis, pour terminer, il y a quelques petits ouvrages qui seront présentés. Oui, tout à fait, on les mettra en lien. On va contribuer aussi au débat. Je dirais maintenant qu'il n'y a plus qu'à, on s'y met. Mais avant de s'y mettre, je voudrais vous dire de ne pas avoir peur. Ce qu'on vous propose, ça a déjà été mis en place. Malheureusement, le capitalisme avait repris les rênes. Et donc, ce qui va être mis en place, ça a déjà été fait, ça a déjà été éprouvé. Et d'ailleurs, c'était un système qui permettait de financer l'économie réelle où tout le monde se sentait bien et considéré et avait droit à plusieurs services bancaires auxquels ils n'ont plus accès aujourd'hui. Donc voilà, on est entouré d'économistes, de personnes compétentes, des systèmes informatiques sont déjà en place. Tout est en place pour le faire, n'ayez pas peur, c'est tout simple. Les seuls qui essaieront de vous faire peur, qui crieront au loup, c'est les capitalistes qui aimeraient que ce système perdure. Et nous, on voit bien tous les jours, avec tous les mouvements, avec toutes les mobilisations qu'on mène, que ce système, il faut l'anéantir à jamais. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par mail au niveau du livret banque, sinon sur la page Facebook également du livret banque. On répondra avec grand plaisir à vos questions. À bientôt.